Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces destinations que j'apprécie tout particulièrement. Donc je suis Mathieu Ramu, j'ai eu l'occasion de voyager à de nombreuses reprises dans les régions polaires, comme accompagnateur ou comme guide polaire notamment, en Arctique et en Antarctique. Donc je vais vous parler un petit peu de ces régions, si particulières, qui sont, à la fois méconnues, qui, suscitent, du fantasme, du questionnement, qui sont au cœur aussi des débats aujourd'hui, dans les débats géopolitiques, mais aussi environnementaux. Et aussi, bah, c'est des paysages et des lieux qui sont reculés, mais à la fois magnifiques, fascinants et sincèrement, dont on revient toujours changé quand on découvre pour la première fois ces horizons polaires. Alors, ces horizons polaires, donc on les découvre lors de croisières expéditions. Ce qu'on appelle une croisière expédition, ce sont des croisières lointaines, généralement loin des ports, des grands ports d'attache. On ne va pas faire un voyage de port en port, on va avoir un port de départ et puis ensuite euh, faire tout un périple sans s'arrêter ou s'arrêter seulement la nuit à l'ancre pour aller découvrir des contrées très sauvages, loin de l'homme, hein, loin des civilisations. Et donc pour ce faire, on est à bord de bateaux aussi un peu spécifiques qui sont adaptés à ces régions. Donc dans les croisières polaires, on a des bateaux qu'on appelle des bateaux polaires, qui ne sont pas des brise-glaces, c'est important de le préciser, il y a très peu de brise-glaces en Europe. Donc ce sont surtout des bateaux classe polaire, des classes glace, qui sont capables de pousser des blocs de glace, donc de se frayer un chemin dans ce qu'on appelle le brache, hein, qui sont des petits morceaux de glace, mais pas d'aller franchir la banquise épaisse qu'on appelle la banquise pluriannuelle, c'est la très grosse banquise, mais plutôt pousser éventuellement des plaques de banquise et donc se frayer un chemin. Ensuite, ce sont des bateaux qui sont équipés aussi de Zodiac, c'est des petits bateaux pneumatiques qu'on va utiliser lors de nos excursions, des excursions qui vont être à terre, mais aussi ce qu'on avait appelé du coup des croisières Zodiac, où on va sortir pour se rapprocher des glaciers, de la faune, etc. Donc découvrir un peu plus ces régions. Ensuite, c'est aussi une équipe de guides naturalistes, de guides conférenciers, spécialistes de ces régions, chacun avec leur spécialité, ou en tout cas de vastes connaissances, que ce soit sur la glace, que ce soit sur la géopolitique, l'histoire, la nature de manière générale, et surtout tous des passionnés qui sont là pour raconter ce qu'on a devant les yeux. Peut-être encore plus qu'ailleurs, ce sont des régions finalement assez méconnues et du coup, ces guides viennent justement, vraiment nous ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'on a devant les yeux, justement. Parce que comme je l'ai dit un peu en introduction, ce sont des régions qui sont, fragiles, mais qui sont au cœur des questionnements, encore une fois, géopolitiques, environnementaux. Donc c'est fascinant et passionnant de comprendre le fonctionnement, par exemple, d'un glacier, de comprendre l'histoire qui a fait aussi, enfin, qui a été animée, dans ces lieux, par les explorateurs, par les guerres aussi. Donc voilà, beaucoup de choses à voir et à découvrir. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 régions, hein, opposées, l'Arctique et l'Antarctique. L'Arctique, plus précisément, le Spitzberg et l'Antarctique avec la péninsule antarctique. Pour commencer, donc le Spitzberg et Svalbard, c'est toujours bien, je trouve, de remettre un peu dans son contexte les régions. Donc le pôle Nord, l'Arctique, hein, le pôle Sud pour l'Antarctique. Arctique, donc qui vient du terme arctos pour ours, pour la grande ours, et les taux polaires. Et donc l'Arctique est un océan polaire, c'est un océan de glace réellement, donc c'est de la mer gelée principalement. On a des morceaux de terre, hein, ou de continents qui sont à l'intérieur du cercle polaire, hein, c'est le cas de la Russie, du Groenland notamment, une fine partie de la Norvège notamment, de la Laponie norvégienne et de la Laponie de manière générale, et ensuite voilà, principalement de la mer gelée. A contrario, l'Antarctique, donc l'anti-Arctique, c'est avant tout un continent, un immense continent qui est recouvert à 90% d'une épaisse calotte de glace, puisqu'en moyenne, elle fait un peu plus de 2900 mètres d'épaisseur. Donc voilà, on est vraiment sur un continent, donc de la Terre, et voilà les deux principales différences. Si tant est qu'il y a aussi toute une différence de faune, puisqu'on retrouve l'ours polaire au nord et le manchot dans le sud. Donc là, on va parler plus précisément du Spitzberg et du Svalbard. Donc c'est cette île, pardon, qui est au milieu de la carte, donc à l'est du Groenland et juste au nord donc, de la Norvège. Et voilà.
Donc ici, on a le Spitzberg et alors je dis souvent Spitzberg et Svalbard, en réalité, c'est parce que Spitzberg, c'est l'île principale, donc à l'ouest et le Svalbard, c'est l'archipel, donc c'est l'ensemble des îles qu'on appelle le Svalbard. Il y a une origine historique, hein, c'est qu'en 1596, quand ça a été découvert par Willem Barents, il a découvert l'île principale de l'ouest qu'il a appelée le Spitzberg pour montagne pointue, Spitsbergen. Et ensuite, lors du traité du Svalbard, qui est signé en 1920, ça a été renommé par les Norvégiens Svalbard pour côte froide. Et donc, on a gardé, dans notamment en français, le côté île de l'Ouest, donc Spitzberg et Svalbard pour l'archipel. Bref. Longyearbyen, donc, qui est la petite ville dans laquelle on atterrit, donc il y a un petit aéroport, c'est le port d'attache des navires, c'est de là que partent les croisières. Donc on atterrit directement là, quelques petites minutes de route et on arrive au port. Longyearbyen est une toute petite ville, hein, de 2500 habitants environ, ça peut monter à 3 000 à 4 000 habitants maximum pendant l'été, principalement de sciences aujourd'hui, de tourisme. C'est vraiment une ville qui se construit au fur et à mesure. Il n'y a pas eu d'autochtones dans ces régions. Donc voilà, Longyearbyen, c'est vraiment le point de départ. Il y a une seule route, hein, qui fait quelques kilomètres seulement. Vous allez au bout de la route, il n'y a plus rien et c'est tout. Ensuite, il y a deux autres petites villes qui sont Pyramiden et Barentsburg, qui sont d'anciennes villes minières russes. La première est abandonnée, la seconde a encore quelques habitants, mais c'est juste pour assurer une présence. Alors, quand partir dans ces régions polaires arctiques, alors tout d'abord, il y a une raison assez simple qui est celle de la météo et des conditions d'accès, on va dire. Pendant l'hiver, il fait nuit noire tout le temps. Les températures sont très froides. Donc forcément, pendant l'hiver, il y a peu de voyages qui sont organisés, en tout cas pas de croisière, parce que l'accessibilité est très faible. Généralement, l'archipel est entièrement pris dans la glace, de la glace qui vient de la banquise, donc qui vient du nord, de l'océan Arctique, ou de ce qu'on appelle la banquise de fjord, c'est la banquise qui vient se former dans le fjord. Donc l'hiver, c'est très peu navigable, voire pas du tout. Généralement, le tout début de la saison commence à partir du mois de mars, qu'on appelle le printemps polaire, où seul l'ouest est accessible, puisque la glace pluriannuelle, donc qui vient de l'océan Arctique, est chassée par le Gulf Stream. Mais voilà, c'est là où on commence à avoir une accessibilité. Les températures commencent à se réchauffer, même si en mars-avril, on a encore des températures assez fraîches. Et généralement, le cœur de la saison va être entre juin et jusqu'à fin août, début septembre, où au fur et à mesure, la banquise va se rétracter. C'est pour ça que j'ai mis cette carte ici. C'est une carte de glace où on voit en fait en rouge, c'est la glace pluriannuelle, donc difficile d'accès, très épaisse, qu'on ne peut pas franchir. Et donc, vous voyez que là, elle est complètement prise sur la partie nord-nord-est de l'archipel et toute la partie est. Là, on est au mois d'avril et donc là, on ne peut pas faire le tour de l'archipel. Donc, c'est pour ça que généralement, les croisières de début de saison sont plutôt concentrées sur la partie ouest. Et quand on avance dans la saison, la banquise se rétracte, remonte vers le nord et on peut faire le tour de l'archipel. Si tant est que, comme je ne l'ai pas encore dit, mais en croisière expédition, généralement, on demande un peu de flexibilité parce que l'itinéraire, alors on n'est pas qu'à titre indicatif, mais l'itinéraire est amené à évoluer en fonction des conditions de météo et de glace, notamment, ce qui sont des conditions qu'on ne peut jamais anticiper. Et donc, c'est le rôle des chefs expédition et des guides polaires de pouvoir améliorer l'itinéraire en fonction de ces conditions. L'avantage de cet archipel, c'est que chaque fjord vaut le détour. On pourrait y passer des mois et se passionner pour chaque lieu. Et c'est le rôle après justement des chefs expé de pouvoir toujours faire en sorte que cette expédition se passe au mieux. Petit point quand même de précision, la banquise est mouvante, hein, ce n'est pas quelque chose de fixe. Elle se déplace en fonction des courants et des dominantes de vent. Donc là, par exemple, cette photo, enfin cette carte de glace date du 20 juillet 2022. Si je prends celle du 20 juillet 2023, donc un an plus tard, vous voyez que la glace est prise sur ce qu'on appelle la terre du Nord-Est, donc c'est cette île au nord-est de l'archipel. Et là, en fait, c'est parce qu'il y avait une forte dominante de vent du nord qui a poussé la glace vers le sud, donc qui a emprisonné encore à cette époque de l'année une partie de l'archipel. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit aussi s'adapter aux conditions de glace. Mais voilà, après, c'est des choses qu'on peut voir. Donc la glace est mouvante et on s'adapte. Quelques chiffres clés ou quelques chiffres intéressants à retenir. La superficie, déjà, l'archipel du Svalbard, c'est environ 1,5 fois la Suisse, c'est recouvert à 60% de glace. Il y a environ 2600 glaciers, dont la plupart se jettent en mer, ce qui offre vraiment de très beaux fonds de glace, mais ça, on y ira un peu plus tard.
Souvent, on imagine les régions polaires aussi comme très, très froides. Alors c'est le cas, hein, en hiver, il fait très, très froid, des températures qui peuvent aller jusqu'à -40, -50 degrés. Alors que l'été, on est plus sur des températures, je dirais pas douces, mais en tout cas beaucoup moins froides, puisqu'on va être aux alentours des 5-6 degrés. Les journées très froides avec du vent, on peut avoir une sensation thermique un peu plus fraîche, notamment si on est dans la banquise, on peut avoir des températures aux alentours de 0 degrés. Mais si au contraire, on a une journée, de beau temps, plein soleil avec peu de vent, on peut avoir une sensation thermique plutôt aux alentours des 10 degrés, ce qui est tout à fait agréable. La population, comme j'ai dit, hein, principalement à Longyearbyen, il y a aussi une autre base scientifique qui s'appelle Ny-Ålesund qui y habitait, mais c'est tout. Le reste de l'archipel, comme j'ai dit, n'a jamais été, colonisé. Ça a été, d'autres interventions avec l'homme qu'il y a eu, mais il n'y a pas d'autres villes, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas de villages. Voilà, c'est Longyearbyen. Une fois qu'on quitte, ce qu'on appelle l'Isfjord, qui est ce fjord principal où il y a, Longyearbyen, on ne croise plus d'autres villes ni villages. Le plus haut sommet, c'est le Newtontoppen, qui fait, 1 717 mètres. Donc vous voyez, pas des montagnes très élevées, contrairement à ce qu'on peut avoir en Antarctique ou au Groenland, et très peu de précipitations. On est dans ce qu'on considère, proche d'un désert, donc contrairement à ce qu'on peut imaginer, très, très peu de précipitations. Un tout petit mot sur l'histoire du Svalbard, parce que c'est intéressant quand même de se pencher un peu sur cette question, mais ça, les guides polaires à bord du bateau feront des conférences passionnantes dessus, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Mais voilà, très rapidement, ça a été découvert en 1596, donc par Willem Barents, qui l'a découvert par le nord. Et ensuite, on a eu plusieurs époques, notamment la première époque qui était celle des baleiniers, puisque quand Barents a découvert, le Spitzberg, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de baleines qui viennent chasser le krill dans ces eaux, froides. Donc les baleiniers ont été, forcément attirés. Donc on a eu environ un peu plus d'un siècle de baleiniers qui sont venus et qui ont, globalement massacré les baleines pendant ce siècle, jusqu'à leur quasi-disparition de ces eaux-là. Et en fait, les baleiniers venaient aussi, s'installer donc le temps de la chasse et installer des campements, et ont développé des techniques de survie pendant l'hivernage, donc pour tenir pendant l'hiver dans ces régions froides, ce qui a donné, de l'aide, enfin en tout cas de l'inspiration pour les trappeurs, qui sont venus ensuite, eux, s'installer pour chasser les fourrures d'ours, de renards, notamment. Ensuite, on a eu les explorations scientifiques, les explorations vers le nord, ensuite, au début du 20e, enfin fin du 19e plutôt, on a commencé à avoir l'exploitation du charbon, mine à charbon qui est encore active aujourd'hui, il me semble, ou en tout cas pendant encore, ils étaient en train de la la centrale électrique aujourd'hui de Longyearbyen est au charbon, et en tend à diminuer et à fermer, puisqu'ils ils sont en train de mettre en place d'autres types de centrales électriques. Aujourd'hui, c'est principalement de la recherche. Il y a une université, il y a aussi la fameuse réserve de grains, le tourisme qui sont les principales activités, et uniques activités d'ailleurs, sur l'archipel. Alors, quel type de paysage on va trouver dans cette région polaire de l'Arctique, hein? On est à 78 degrés nord, hein, donc on n'est plus qu'à 1 000 kilomètres du pôle Nord environ. On n'est pas si loin de Paris, puisqu'on n'est qu'à 5 heures de vol. Si on devait faire un vol direct Paris-Longyearbyen, on n'est qu'à 5 heures de vol. Donc, on change complètement de monde, pourtant pas si loin de nous. Souvent, on imagine les régions polaires comme des régions toutes blanches, immaculées, pleines de glace. Alors, c'est pas totalement faux, mais la réalité, comme je dis, c'est qu'on est surtout sur des déserts, donc très peu de précipitations. Ce qui fait que pendant l'hiver, on va avoir quelques chutes de neige, mais c'est un très fin manteau de neige qui vient se poser sur le sol et qui va fondre assez rapidement au début de l'été avec le soleil permanent. Et oui, parce que si on a la nuit permanente l'hiver, on a le soleil permanent l'été, puisqu'on est au-delà du cercle polaire. Et donc, on va avoir ce type de paysage, notamment la toundra. Le Svalbard le Spitsbergen Svalbard ont cette particularité d'être ce qu'on appelle un concentré polaire. C'est-à-dire que sur un archipel qui n'est pas très grand, on va avoir la chance de pouvoir observer tous les types de paysages polaires et en même temps aussi la faune emblématique. Je reviendrai plus tard sur la faune, mais voilà. En tout cas, la toundra, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer assez régulièrement, même si on voit au fond, on a des glaciers, on a des patchs de neige aussi. On va aussi avoir ces déserts polaires, donc très arides, sans aucune végétation. Ces montagnes aussi avec, ces pics, pointus, hein, comme j'ai dit Spitsbergen, hein, les montagnes pointues, avec aussi cette petite calotte de glace qu'on voit à droite notamment, ces petits patchs de neige, et voilà, donc avec, ces paysages de glace et de montagnes.
On va aussi observer, la calotte de glace, sur la terre du Nord-Est, qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, hein, vraiment tout en haut à droite de la carte tout à l'heure. C'est cette grande île qui est recouverte, sur la quasi-totalité d'une calotte de glace qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et qui vient se jeter en mer de l'autre côté sur un très grand front de glace de 160 kilomètres de long. Il y a un endroit sur ce front de glace qui s'appelle Brasvelbrine que généralement, quand les conditions le permettent, on va visiter et qui, voilà, on a ce front de glace en fait, tout droit, hem, qui fait jusqu'à une trentaine, 40 mètres de haut environ, et qui a cette particularité, contrairement à un glacier, en fait, d'être très droit comme ça, c'est parce qu'il flotte. Contrairement à un glacier on va avoir les séracs, donc qui vont avoir ces formes un peu de pics qui est très chaotique. C'est parce qu'il prend la forme du fond et donc le glacier va se casser. Là, il flotte et donc on a cette illusion de choses très, très droites. Et donc voilà, et là, c'est une partie ici, on voit, on devine la calotte de glace, qui se jette sur cet immense front de glace et qui lâche des petits icebergs. Les glaciers, les fjords avec les glaciers bien sûr aussi. Donc là on est, je ne sais plus dans quel fjord c'est, peu importe. Donc là on voit le glacier au fond du fjord avec ses montagnes, ses paysages et on va prendre les zodiacs justement pour s'en rapprocher. C'est ce que justement j'expliquais tout à l'heure avec, ces fameux séracs, hein. Ces séracs, c'est ce qu'on voit au-dessus du glacier et qui viennent ensuite se briser, vêler, en petits icebergs ou plus gros icebergs et donc voilà, c'est cette glace un peu chaotique qu'on va pouvoir observer, d'assez près, c'est toujours assez impressionnant. Voilà, encore d'autres images de glaciers. Donc on voit aussi ce qu'on appelle ce brache, hein, c'est des tout petits morceaux de glace dans lesquels on se ferait un chemin avec les zodiacs et en même temps, les petits icebergs qu'on va pouvoir observer à différents endroits. On a aussi d'autres types de paysages. Ici, ça ressemblerait presque à l'Islande. On est sur des orgues semi-basaltiques où on va avoir des grandes collines d'oiseaux. Ici, c'est un endroit qui s'appelle Alkefjellet, hein, qui est en fait dans le détroit d'Inlopen, qui sépare l'île du Spitzberg avec la grande terre du Nord-Est au nord-est. Il y a une colonie d'oiseaux ici de guillemots de brunique d'environ 60 à 80 000 couples. Et donc, c'est un endroit qui est toujours magique à découvrir. Enfin, la banquise, c'est aussi un environnement, mythique qu'on va essayer de découvrir, si les conditions le permettent, d'essayer de marcher sur la banquise. Mais voilà, c'est, cette, glace à perte de vue. On imagine parfois dans notre imaginaire, on imagine la banquise lisse, et infinie. En réalité, c'est en fait, on a ce qu'on appelle des crêtes de compression, c'est-à-dire que la banquise se disloque, se remet ensemble et en fait, quand 2 plaques se rencontrent, la force va faire que ça va créer, ces crêtes de compression, donc vraiment des espèces de petites montagnes sur la glace. C'est des lieux extrêmement impressionnants. Enfin voilà, les petits icebergs, pardon, qu'on peut, croiser tout au long de notre route, dans les fjords notamment, qui dérivent et qui fondent petit à petit avec ces différents reflets de couleurs, de bleu, de vert parfois aussi. Voilà, la plupart des photos, hein, sont des photos que j'ai eu l'occasion de prendre, lors de mes voyages. C'est justement pour vous partager vraiment, heu, un peu un récit de voyage et vraiment de ce qu'on peut voir dans ce genre de destination. Là, ici, aussi, alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont on est à une époque où il y a le jour permanent, ça offre aussi des couleurs assez incroyables. On a ce qu'on appelle le fameux soleil de minuit où en fait, on va avoir un soleil au plus bas, qui est, comme une fin de journée qu'on pourrait avoir ici, sans que jamais que le soleil ne passe sous l'horizon et ce qui va donner des couleurs dorées, des couleurs assez, incroyables, à en sans voilà et c'est des choses qui invitent simplement à contempler. Ouais, là, on est sur l'autre côté de la terre du Nord-Est, donc là, on voit, la calotte de glace vue du dos entre guillemets, parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, elle se jette de l'autre côté. Mais voilà, ça donne quelques idées. La faune maintenant, forcément, la faune emblématique de l'Arctique, l'ours polaire en est, le symbole, hein, principal, qui est une espèce qu'on va pouvoir observer. Il faut savoir qu'il est protégé depuis, le milieu des années 50. Il n'est plus du tout chassé depuis cette époque, ce qui fait qu'il n'assimile plus, vraiment, l'homme à un danger. Généralement, ils sont, assez présents. En réalité, ils sont sur l'archipel parce que pendant l'hiver, ils viennent sur l'archipel par la banquise et quand la banquise se rétracte, ils sont un peu prisonniers sur l'archipel et attendent que la banquise revienne. Et donc, sur la durée de l'été, ils sont un peu en mode survie, c'est-à-dire qu'ils sont des opportunistes, ils vont chasser un peu ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit parfois même des oiseaux, des œufs, ils peuvent en manger, mais aussi des phoques, des morses, et essayer voilà, de survivre jusqu'à la banquise qui revient. Un ours polaire peut passer plusieurs mois sans manger. L'important pour lui, c'est surtout
surtout de bien, bien se nourrir pendant l'hiver, qui est la période à laquelle il se nourrit le plus. Il accumule le plus possible de graisse pour ensuite pouvoir tenir, pendant l'été. Et donc voilà, les observations d'ours sont possibles. On essaie enfin, on ne va jamais observer un ours depuis la Terre, hein. Les photos qui sont là sont des photos qu'on a prises depuis les zodiacs, voire depuis le bateau. Quand tu as un zodiac, si on est à ta Terre et qu'on observe un ours, on va repartir sur le zodiac et s'en aller. Et donc il n'est pas question de le rencontrer quand on est à Terre. D'autres espèces aussi, le renne du Svalbard, c'est une espèce endémique, qu'on croise assez facilement. Généralement, il est proche des patchs de toundra, dont il se nourrit. Il y a un espèce de petit triptyque, entre le renne, le renard et les colonies d'oiseaux, puisque les colonies d'oiseaux viennent, avec leurs fientes, fertiliser le sol. Les rennes viennent manger cette toundra et le renard, quant à lui, vient chasser les oisillons ou les œufs. Généralement, ils ont souvent des petites tanières ou des petits terriers aux alentours et ils vont rester là le temps de l'été pour se nourrir. Donc voilà, ça c'est les fameuses falaises d'Alquefilette que je montrais tout à l'heure. Donc pas mal d'espèces d'oiseaux qu'on peut observer. Il y a plus d'une trentaine d'oiseaux nicheurs qui viennent nicher là pendant l'été arctique, notamment le guillemot de Brunique, aussi le guillemot à miroir, et puis le macareux aussi. Tout un tas d'espèces plus ou moins rares qu'on peut observer. Donc voilà, ça reste un beau ballet. Et puis, vos guides encore sont là aussi pour vous en parler un petit peu plus. Autre espèce emblématique, hein, le morse qu'on voit en bas à droite, qui est passé tout proche de l'extinction, puisqu'on le chassait à la fois pour ses défenses, aussi bien que pour sa graisse, qu'on utilisait, à la même manière que les baleines pour éclairer nos villes principalement. Aujourd'hui, fort heureusement, la population des morses est en pleine croissance. On en voit de plus en plus aux Svalbard. Les colonies se reforment assez largement. Donc c'est une espèce qu'on voit très facilement. Généralement, on les voit regroupées, sur, les plages de sable, ou enfin sur les plages tout simplement d'ailleurs, sous forme d'échoueries. On appelle ça des échoueries, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des dizaines de morses, voire plus, au même endroit, tous échoués, avec tout le bruit qu'ils peuvent faire et une odeur aussi assez particulière. On peut retrouver aussi parfois sur les petits morceaux de glace, sur les petits morceaux de banquise en train de se reposer. Donc voilà, c'est une observation assez classique, on va dire, aux Svalbard. Ensuite, tout un tas de phoques aussi, hein, le phoque barbu à gauche ou le phoque vaumarin en haut à droite. Phoque barbu ou phoque commun aussi, qui sont des espèces qu'on voit assez facilement. Les phoques, on peut les voir comme ça sur les petits morceaux de glace, comme on peut les voir aussi parfois quand on est en zodiaque, doucement, on va avoir une tête de phoque sortir non loin de nous. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Les phoques, c'est aussi la première source de nourriture des ours polaires. Les baleines, il est possible d'en observer. C'est, un peu comme toute espèce de la nature, hein, on n'est pas du tout dans un zoo, donc on cherche la faune, les guides passent du temps aux jumelles pour essayer de trouver et puis ensuite pour essayer de s'en approcher en discrétion et sans les déranger. Donc les baleines, il est possible d'en voir, surtout à cette époque de l'année. On peut voir des baleines à bosse, des rorquals, des grands rorquals. Hem, c'est voilà, c'est quelque chose qui est assez aléatoire d'une croisière à l'autre. On peut voir 10 baleines dans une croisière et la suivante, n'en voir aucune. Bon, généralement quand même, si on fait une statistique, globalement, on arrive à en voir, on voit au moins des souffles et puis parfois on a beaucoup de chance. La photo à gauche, on l'a prise il y a quelques années, une baleine était autour du bateau, puis soudain, elle a sauté juste à côté de nous et puis la photo en haut à droite, on était en zodiaque au cœur de la banquise et puis cette baleine qui passe juste à côté de nous. Donc voilà, c'est des choses qui sont, aléatoires, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de l'observation de la faune. Les belugas aussi, une espèce, assez mythique, hein, des régions polaires. C'est une observation qui est possible, qui est un peu plus rare quand même, mais voilà, ça reste une espèce qu'on peut observer dans cette région du monde. Un petit mot sur les zodiacs. Alors, ça vaut aussi bien pour l'Arctique, donc au Spitzberg, que l'Antarctique, puisque c'est l'outil, en fait, par excellence des croisières expéditions polaires, ces embarcations pneumatiques. Pourquoi elles sont utilisées? En fait, pour plusieurs raisons, hein. Déjà, c'est qu'elles sont extrêmement solides. Ensuite, elles nous permettent de nous mettre sur la glace, de pousser un petit peu des morceaux de glace, d'être assez confortablement assis, hein, parce qu'on s'assoit sur les boudins, sur les côtés, et de pouvoir se positionner pour photographier, pour, pour observer tout simplement. Et voilà, on est sur une embarcation qui est à la fois très robuste, c'est-à-dire que même si on venait percer un boudin, tout est compartimenté, donc l'embarcation ne risque pas de couler, et en même temps extrêmement stable. C'est-à-dire que vraiment, même par mauvais temps, on est plutôt très bien installé dessus. Généralement, votre guide en fait est debout à l'arrière avec le moteur
et les passagers sont assis donc sur les côtés et le guide est là aussi, pour, vous raconter justement tout ce qu'on a devant les yeux. Donc, il n'y a pas que des conférences, il y a aussi, des si on peut le dire, en tout cas des mini-conférences à bord des Zodiacs, puisque l'objectif est de raconter aussi ce qu'on a devant les yeux en direct. Les Zodiacs, c'est aussi ce qui nous permet de débarquer à terre, hein, donc les guides sont là pour vous aider à débarquer et embarquer sur les Zodiacs. Euh, donc voilà, donc ça reste un outil extrêmement pratique. Le navire pour le Spitzberg, c'est le Nanook, qui veut dire ours en Inuktitut, qui est le langage inuit. Donc c'est vraiment un bateau polaire. C'était anciennement un remorqueur, donc un bateau extrêmement robuste qui a été entièrement réaménagé pour pouvoir accueillir des passagers confortablement. Donc vous avez des cabines qui sont très confortables. 12 voyageurs seulement, donc ce qui permet vraiment une découverte alors j'aime pas dire en toute intimité, mais c'est vrai qu'un petit bateau comme ça permet vraiment d'aller Heu, de profiter beaucoup le voyage, je trouve, enfin, ça permet en tout cas de vraiment être, en totale immersion. Vous avez 2 guides polaires aussi, qui sont avec vous à bord, 2 Zodiacs donc et pour vraiment profiter, de cette expédition. Ce qui est sympathique aussi sur ce navire, c'est que vous avez, l'accès au passage avant, puisqu'on appelle walk around, c'est-à-dire qu'on peut vraiment marcher tout autour du bateau, ce qui est assez pratique, quand on observe, puisque parfois on peut avoir, par exemple, une baleine qui tourne autour du bateau, donc on peut passer assez facilement d'un côté à l'autre. Donc voilà, dedans, vous avez un grand salon, salle à manger, c'est le lieu des conférences, conférence, c'est un grand mot, c'est le lieu des présentations où les guides sont là pour vous parler de ce qu'on a vu. Et puis en même temps aussi de moments d'échange entre passagers, puis avec le guide aussi, de ce qui est là avec vous. Euh, Ensuite, les cabines sont, comme je dis, très confortables. Vous avez un bateau qui est équipé aussi du Starlink, donc vous gardez Internet à bord. Et voilà, un très 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 bon bateau pour découvrir le Spitzberg. Quelques questions fréquentes. Alors, la plupart s'adaptent aussi à l'Antarctique. Est-ce qu'il fait froid? Comme je l'ai dit en introduction, en moyenne, on va avoir 6-7 degrés. Ça peut monter entre 10 et 15 degrés, vraiment les journées très chaudes, et entre 0 et -1 pour les journées très froides. Donc, généralement, voilà, on n'est pas sur les températures polaires extrêmes comme on peut l'imaginer. C'est des températures qui sont tout à fait soutenables. La seule chose, par contre, c'est que sur les zodiacs, parfois, on peut avoir de l'embrun, enfin des embruns, on peut avoir de la pluie, on peut avoir du vent. Et donc, c'est pour ça que là, la sensation thermique peut être plus froide parce qu'on peut être amené à passer plusieurs heures sur le zodiac, 1, 2, 3 heures parfois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien équipé. Est-ce qu'on va avoir des ours? Comme toute espèce sauvage, hein, on ne peut jamais le garantir. J'ai envie de dire qu'on en voit sur quasiment tous les voyages, voire tous les voyages, mais il n'y a pas de garantie. Donc cependant, voilà, les guides passent beaucoup de temps aux jumelles justement, et ça, si vous embarquez avec nous, vous le verrez, beaucoup de temps aux jumelles pour en chercher justement et profiter et faire profiter les observations. Donc voilà, c'est fortement possible. Les baleines, j'en ai déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il faut être en forme? Ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir se tenir à bord du bateau. On est sur un petit bateau avec des escaliers qui sont parfois un peu raides. Donc, il faut être capable de se tenir, de marcher un petit peu aussi, même si, généralement, on essaie d'adapter les excursions en fonction du groupe ou de splitter, enfin d'avoir le groupe en deux parties, avec les guides pour pouvoir avoir un groupe, de gros randonneurs, par exemple, et un groupe de plus petits marcheurs. C'est des choses qui sont possibles. En tout cas, voilà, il faut à minima pouvoir se déplacer, sans aide, pour sortir d'un zodiac assez facilement, et se déplacer dans le bateau sans danger. Même si on est sur de la croisière côtière, il peut y avoir un petit peu de mer de temps en temps quand on sort des fjords, même si c'est jamais très longtemps, c'est l'histoire de quelques heures. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important quand même de pouvoir être en mesure de se tenir, dans le bateau. Quel équipement? Comment s'habiller? C'est une question qui revient souvent. Généralement, ce qu'il faut, en tout cas ce qui est impératif, c'est d'être étanche. Donc, c'est-à-dire avoir à minima une parka et un pantalon étanche. Donc, ça peut être soit un surpantalon étanche, soit un pantalon de ski. Typiquement, une tenue de ski est tout à fait adaptée. Mais voilà, l'important, c'est d'être étanche. Les gants aussi sont importants parce que, comme j'ai dit, les températures sont quand même pas très chaudes, et on peut naviguer pas mal de temps. Donc, c'est important d'avoir des gants. Et ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir plusieurs épaisseurs. Donc, ça va être un peu en peluche d'oignon, c'est-à-dire pouvoir s'habiller un peu chaudement. Puis si on a chaud, on enlève une épaisseur. Et donc, c'est bien aussi d'avoir un petit sac à dos, étanche de préférence, où on peut mettre son pull si on a un peu trop chaud.
Mais voilà, principalement, le côté, étanche et c'est un peu un impératif sur les zodiacs. Les bottes sont fournies à bord, donc vous n'avez pas besoin de bottes ni de chaussures de randonnée normalement. En termes d'équipement, important, fortement recommandé de prendre une petite paire de jumelles, si on veut vraiment profiter, des observations, c'est important aussi. Et puis, crème solaire et lunettes de soleil, on va dire que c'est assez classique, mais important. Ensuite, la journée type, il n'y a pas vraiment de journée type, on va dire, en expédition. On va dire si on devait avoir un programme un peu type, ça serait généralement une excursion le matin, une excursion l'après-midi et potentiellement une troisième excursion qui peut être avant le petit déjeuner ou, après le dîner. Ça va dépendre des conditions, de ce qu'on peut observer. C'est le principe aussi d'une croisière expédition, c'est-à-dire que si, à un moment donné dans la journée, il y a une possibilité d'observation de faune, une possibilité d'observation exceptionnelle, on va pouvoir être amené à détourner le bateau et mettre les zodiacs à l'eau alors que ce n'était pas prévu de le faire, pour justement aller profiter de cette observation. On a déjà mis les zodiacs à l'eau pour aller voir un ours, à 1 heure du matin, sur une île et en fait, ça nous a offert un spectacle incroyable puisqu'il y avait au final 5 ours sur cette petite île. Donc voilà, il y a des choses, qui sont, comme ça et c'est aussi, pour ça que c'est de la croisière expédition, on essaie de s'adapter, enfin on s'adapte justement à ce que la faune et la nature a à nous proposer et il faut être capable de le faire pour en profiter le plus possible. Généralement, c'est des destinations qu'on ne visite qu'une fois dans sa vie, donc c'est important d'essayer de tout faire pour voir un maximum de choses. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai, à la fin, avec plaisir. On va passer à l'autre bout, hein, l'autre bout du monde, l'autre côté du monde, sur le grand continent des glaces, l'Antarctique. Heu, donc là, on part, sur la péninsule antarctique qui est cette partie là, sur la partie, haute de l'image, sur la péninsule antarctique, donc qui suit, en fait, si vous prenez la pointe sud de l'Amérique du Sud, on a vraiment, c'est presque les 2 péninsules, enfin les 2 bouts, qui sont de chaque côté, avec ce fameux passage de Drake entre les 2. Un tout petit mot sur l'Antarctique, hein. L'Antarctique n'appartient à aucun pays techniquement. Il est géré par ce qu'on appelle le traité de l'Antarctique avec plus d'une cinquantaine de signataires, donc 12 signataires principaux, dont la France fait partie, puisqu'on a eu un explorateur polaire qui a découvert, enfin qui s'appelle Dumont d'Urville et qui a découvert une petite partie, donc on a une petite partie de l'Antarctique, même si on ne la possède pas vraiment. Ce sont principalement et quasiment uniquement d'ailleurs des bases scientifiques. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas d'exploitation de minerais ni de terre, en Antarctique, si ce n'est sur ce qu'on appelle l'océan austral pour la pêche. Mais voilà, l'Antarctique est un territoire de tourisme aujourd'hui un petit peu, dans de petits endroits comme la péninsule antarctique et de l'autre côté dans la mer de Ross, et principalement scientifique. Quelques, chiffres clés un petit peu sur l'Antarctique, hein, 14 millions de kilomètres carrés, on est sur une immense surface, hein, c'est 1,3 fois l'Europe qui est recouvert à 98 de glace. Comme le disait tout à l'heure, hein, c'est, environ 2 900 mètres d'épaisseur de glace jusqu'à 4 000 mètres d'épaisseur de glace, ce qui est, gigantesque. J'ai parlé un peu des icebergs tout à l'heure au Spitzberg, ce sont des tout petits icebergs en comparaison de ce qu'on peut trouver en Antarctique. Le seul endroit au monde, où on peut trouver des icebergs, très grands aussi, même pas aussi grands que ceux qu'on peut avoir en Antarctique, mais ça va être le Groenland qui est lui aussi recouvert d'une immense calotte de glace de 3 000 mètres d'épaisseur en moyenne et qui va lâcher justement c'est ce qu'on appelle ces icebergs géants. Donc voilà, l'Antarctique, c'est le continent des glaces, et de la calotte de glace. Puisque 90 des glaciers du monde sont en Antarctique et 70 des réserves d'eau douce sont en Antarctique. En Antarctique, la température en hiver est extrêmement froide, hein. Vu qu'en plus on a l'altitude, puisque la calotte de glace est extrêmement épaisse, hein, mais si on prend le cœur de l'Antarctique qui est à environ 2 500 mètres d'altitude, plus l'hiver et la nuit permanente, on a atteint une température record de -89 degrés en hiver, sur ce lieu. Mais voilà, nous, on ne va pas si loin, puisqu'on va beaucoup plus, haut en termes de latitude, plutôt aux alentours des 60 à 66 degrés sud et l'été, on est plus proche des températures qu'on a au Spitzberg, aux alentours des 5, à 10 degrés, vraiment grand maximum. Très peu de précipitations aussi, hein, si on reste aussi dans des régions quasiment désertiques et le sommet le plus haut est le mont Vinson, qui fait 4 892 mètres. Alors quel type de paysage? On a des paysages un petit peu moins variés qu'au Spitzberg, on va dire, puisque là, c'est vraiment le continent des glaces. L'Antarctique, si on veut le découvrir, c'est que vraiment ce qui nous fascine, passionne,
entre autres, c'est, cette glace, parce que partout où on va aller, même en été où, on a cette couche de neige aussi qui va fondre un peu comme au Spitzberg, on est entouré par la glace, par la calotte de glace, des sommets des montagnes jusqu'en bas, ce qui va offrir à la fois ces paysages, blancs, lunaires presque, mystiques et avec aussi des champs d'iceberg, assez incroyables. Là, on a ce fameux Brache, on n'est pas loin d'un glacier avec cet immense iceberg, pas loin et voilà, c'est vraiment, hem c'est le continent des glaces, avec aussi, ses variations de couleurs, c'est son beau temps parfois, ses mauvais temps aussi parfois, avec, des couleurs assez incroyables et aussi, d'autres types de paysages. Donc là, on est, juste au nord de la péninsule antarctique, dans un endroit qu'on appelle Deception Island, qui était un lieu où, les baleiniers venaient se réfugier pour faire fondre la graisse de baleine avant de l'envoyer, vers l'Amérique du Sud. Et c'est une caldeira, c'est un volcan donc qui s'est affaissé sur lui-même et c'est un endroit aussi d'ailleurs où on peut se baigner un petit peu. Alors ça dépend des voyages, mais parce qu'à certains endroits, l'eau est chaude en fait, puisque le volcan a encore un peu d'activité. Donc voilà, c'est un lieu assez emblématique, Deception Island, qui s'appelle Deception Island, l'île de la déception d'ailleurs. Son histoire est assez amusante parce que quand on arrive de l'extérieur, on a l'impression le que le lieu est extrêmement protégé, alors qu'en réalité, les vents vont monter en fait sur les côtés et vont prendre beaucoup de vitesse en redescendant et du coup, on est encore moins à l'abri dedans, que dehors. C'est pour ça qu'on appelle ça l'île de la déception, qui donne l'impression d'être un lieu, protégé alors que pas du tout. Donc voilà, c'est ce type de paysage. Là, on est au Cap Renard juste à l'entrée du canal de Lemaire, par lequel est passé, le commandant Charcot, lors de son hivernage, qui est un lieu, mythique de la péninsule antarctique. Les icebergs géants, ça, c'est un iceberg. On peut pour se donner une idée de dimension, en bas à gauche, de la photo, on voit des petits points noirs ce sont des petits manchots, qui font 70-80 centimètres de haut à peu près. Hem et donc voilà, donc vous avez cet iceberg gigantesque, qui font des dizaines et des dizaines de mètres, parfois centaines de mètres, hein, puisqu'on en a vu déjà de plus de 100-150 mètres de haut et puis pour certains des kilomètres et des kilomètres de long. Bon, il y en a certains qui sont tellement grands, on parle de centaines de kilomètres, ils sont tellement grands qu'on n'a même plus l'impression que c'est un iceberg, c'est vraiment une petite île qui dérive. Donc voilà, mais sinon on voit beaucoup d'icebergs, comme ça. Des icebergs vraiment de toutes les tailles. Et là, on a le Zodiac à côté, un petit peu en comparaison et encore le Zodiac, on a l'impression qu'il est collé à l'iceberg, hein, pas du tout. Il est à une bonne centaine de mètres ou 200 mètres de l'iceberg, donc il est très loin et pourtant, on a l'impression qu'il est collé tellement cet iceberg est immense. Voilà, vraiment toutes les formes avec ces arches aussi, monumentales. Un iceberg, hein, vit beaucoup. Généralement, on dit qu'on a 70-80 de l'iceberg qui est sous la surface de l'eau, qui peut partir à pic ou dans tous les côtés. Mais un iceberg vide, c'est-à-dire qu'il va véler, en fait, il va se morceler par en dessous principalement avec, l'eau de mer qui vient grignoter et donc il va se retourner à plusieurs reprises, tout au long de sa vie, si on peut dire ça. Donc voilà, ces icebergs, alors on peut être amené aussi à en voir dans ce qu'on va appeler des champs ou des cimetières d'icebergs, puisqu'ils vont être, comme j'ai dit, on a 70 à peu près en dessous, sous l'eau, donc ils vont se rendre prisonniers, ils vont toucher le sol et on va avoir vraiment des cimetières d'icebergs et on va aller pouvoir se balader au milieu de ces spectacles, en zodiaque. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez grandiose et même quand on en a vu, pas mal, ça reste toujours aussi grandiose de les voir de ses propres yeux, ça reste assez impressionnant. Donc voilà, vraiment le continent des glaces, le paysage des glaces avec des montagnes beaucoup plus hautes qu'au Spitzberg, hein, des sommets, des pics beaucoup plus hauts, mais avec, beaucoup plus de glace aussi, heu et ce qui est, voilà, vraiment assez magnifique. La faune forcément emblématique, les manchots. Heu, Petit point, hein, de précision, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais un manchot, en fait, il n'y a qu'en français, on a un terme spécifique pour le manchot. En anglais, on dit penguins et donc en français, on pourrait traduire pingouin. Mais les pingouins sont ceux qui volent et les manchots sont ceux qui ne volent pas. Voilà, et qu'en français, on fait cette différenciation. Donc les manchots, on les retrouve au sud. Et quels sont les manchots qu'on va pouvoir observer? Alors, les manchots empereurs, c'est les plus connus, ceux qu'on voit tout en haut à droite. C'est l'emblème avec la marche de l'empereur. Enfin, c'est voilà, le grand manchot. On n'en a pas dans cette région. Les colonies d'empereurs sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Même si, alors moi, ça m'est arrivé d'en voir un qui était perdu, mais voilà, c'est un putain coup de chance et puis on l'a vu de loin,
Bon, les manchots royaux non plus, il y a des colonies pas très loin, mais sont difficiles d'accès aussi, notamment en Géorgie du Sud. Là, les 3 espèces qu'on va réellement voir sont les manchots papous, jugulaires et adélie. Donc ce sont ces 3 espèces-là. Donc celui-ci, le manchot papou, c'est probablement celui qu'on va voir le plus. On le reconnaît assez facilement avec, son bec orange et son patch, blanc, sur la tête. Celui à jugulaire ici, cette photo a été prise justement dans l'île de la Déception, que je montrais tout à l'heure. Jugulaire facile à reconnaître avec son petit duvet noir et le manchot Adélie, qui prend le nom d'Adélie parce que de Dumont d'Urville, qui avait nommé en fait ce manchot qu'il avait découvert en terre Adélie, qu'il avait nommé après sa femme Adèle et qu'on reconnaît avec, cet œil. Alors c'est pas une pupille ou c'est pas son œil, en fait le blanc autour, c'est du duvet, un duvet blanc. Mais voilà, c'est un manchot qu'on reconnaît aussi très facilement, qu'on a la possibilité d'observer, très fréquemment. En grande colonie, hein, quand on y va en février, c'est des grandes colonies de manchots qu'on va pouvoir observer. On va débarquer pour s'en approcher. Alors il y a tout, un tas de protocoles d'approche des manchots, mais ils sont très curieux. Ils sont pas du tout farouches, donc souvent ils s'approchent assez près et puis c'est un vrai spectacle de les observer. C'est quelque chose d'extrêmement, amusant, fascinant aussi, mais voilà, ils ont tout un tas de protocoles entre eux aussi avec des batailles pour faire leur nid, aller piquer les petits cailloux dans le nid du voisin. Donc voilà, c'est tout un spectacle vraiment amusant à regarder. D'autres faunes emblématiques, hein, le léopard des mers qui est un peu le prédateur apex, pardon, enfin le maillon haut de la chaîne alimentaire en Antarctique. Euh, Peu de chances de l'observer à l'eau, puisque forcément, à l'eau, il est très discret, même si on peut observer sa tête parfois, s'il daigne la montrer. Par contre, à terre, on peut en observer parfois quand il se repose comme ça. Euh, Là, c'est aussi sur l'île de la Déception d'ailleurs. Des phoques aussi, différentes espèces de phoques. Là, on est sur un phoque crabier. Souvent, on peut les observer euh, sur des petites plaques de banquise, des petits morceaux de glace, mais aussi à terre ou sur la calotte. Des éléphants de mer aussi, c'est aussi possible. Là, on est sur une plage, il y en a beaucoup. Donc, c'est aussi possible. Parfois, de loin, on peut presque les confondre avec des gros morceaux, des gros cailloux. Euh, donc, euh, donc voilà, des phoques, encore une fois. Les baleines, contrairement au Spitzberg, surtout en février, je n'aime pas garantir la faune, mais c'est quasiment garanti. On va dire qu'il y a beaucoup de baleines à cette époque de l'année qui viennent chasser le krill. Généralement, on peut en voir presque beaucoup, je dirais. Il y a certains lieux où elles viennent beaucoup se nourrir dans certains fjords, dans certaines baies. Et parfois, il y a certains spectacles qui peuvent être offerts assez incroyables, puisqu'elles viennent vraiment se nourrir tout proche des zodiacs, tout proche des bateaux. Enfin, ça offre des observations assez incroyables. On peut observer différentes techniques de chasse, notamment ce qu'on appelle les chasses à bulles, où en fait elles vont tourner en rond et lâcher des bulles au fur et à mesure, faire un cercle de bulles pour emprisonner le krill dedans et arriver par en dessous avec la bouche grande ouverte pour attraper un maximum de krill. Voilà, donc c'est toujours des très très belles observations. Voilà, avec les fameuses nageoires avant de plonger. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, chaque nageoire, bon, là, c'est pas la bonne photo, mais si elle ouvrait un peu plus la nageoire arrière, chacune a une empreinte digitale. Il y a une société, enfin une association qui s'appelle Happy Whale. Si vous prenez des photos des nageoires et que vous leur envoyez, après, ils lui donnent un petit nom et vous pouvez la suivre. Ils vous envoient une notification à chaque fois que quelqu'un la rephotographie. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc voilà le type d'observation qu'il est potentiellement possible de faire, mais là, vous avez la baleine qui est à quelques mètres et c'est sans danger hein, pour les zodiacs. Elles ne viennent pas toucher les zodiacs. Et nous, on garde toujours les distances. Hein, c'est-à-dire qu'on reste généralement assez statique. On s'éloigne si on est sur la route. Mais voilà, généralement, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On a juste à profiter du spectacle. D'autres espèces potentielles à observer, les orques, puisqu'ils viennent pas mal chasser là-bas. Hein. Ils viennent chasser notamment les manchots, les phoques aussi. Donc, on peut voir parfois des chasses. Une technique de chasse d'ailleurs assez connue des orques, hein, c'est la technique de la vague, c'est-à-dire qu'ils vont repérer un petit phoque sur une petite plaque de banquise. Et ils vont arriver comme ça tous côte à côte. Et puis juste avant d'arriver sur la plaque de glace, ils vont faire une vague et qui va submerger le petite plaque de banquise et faire tomber le phoque à l'eau et ce qui va leur permettre de l'attaquer. Et on a eu la chance d'observer ça il y a une petite année. Euh, et enfin, voilà, c'est le genre de scènes qui sont assez incroyables. Alors, c'est très rare à voir, hein, bien sûr, on serait écrit dans un documentaire, mais voilà, ça peut arriver. C'est toujours des beaux moments. Beaucoup d'oiseaux aussi.
différents types d'oiseaux, mais notamment des grands oiseaux, les oiseaux planeurs, comme l'albatros, ou le damier du Cap, simplement parce que ce sont des oiseaux qui ont besoin de beaucoup de vent. Donc on les verra principalement lors de la traversée du Drake. Donc ces oiseaux avec très grande envergure qui ne battent quasiment jamais des ailes, hein, qui ne s'arrêtent quasiment jamais de voler. Souvent, on va les voir proches du bateau ou qui vont profiter un peu des dépressions, que le bateau crée, dans le vent pour planer, tout autour du bateau. Donc voilà, c'est des observations qui sont assez, régulières aussi. Alors qu'en partir, un peu la même question que pour le Spitzberg tout à l'heure, bah, l'hiver, donc pour cette fois-ci l'hiver austral, hein, on va éviter d'y aller, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les températures peuvent être extrêmement froides. Donc on va plutôt y aller l'été. Un peu la même chose que pour l'Arctique aussi, hein, la banquise. Là, vous avez une carte des glaces d'octobre 2022. Vous êtes un peu habitués maintenant, hein, donc le rouge, hein, c'est la glace épaisse qu'on ne peut pas franchir et nous, on va vraiment sur la péninsule antarctique, donc qui est à l'est. Là, on voit d'ailleurs tout à droite de la carte le début de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et donc, vous voyez que bah, là, en octobre, la glace, en fait, est à son extension quasi maximale. Et ensuite, elle va se rétracter au fur et à mesure que l'été avance. Là, on est en décembre, donc elle se rétracte. C'est pour ça que généralement, les croisières polaires antarctiques démarrent plutôt en novembre, vraiment pour les toutes premières, fin octobre pour les toutes premières plutôt, et vont se terminer jusqu'à à peu près mars, fin mars, où on est à l'extension minimale et où l'extension commence à reprendre. Donc, voilà. Ensuite, c'est important aussi de le voir, c'est tout à l'heure, je parlais de Longyearbyen, donc qui est à 78 degrés nord. Là, le cercle polaire, on le voit, hein, c'est le cercle le plus intérieur, pas le tout petit au centre, mais le cercle de second cercle, si on veut. On est à environ 66 degrés. C'est un peu après d'ailleurs, parce que c'est pas celui-ci. Et on va rarement, enfin, on essaie d'aller jusqu'au cercle polaire, mais ça dépend. En février, généralement, on arrive à dépasser le cercle polaire antarctique, qui est un peu au-dessus de celui intérieur. Et parce que enfin, voilà, le continent est beaucoup plus grand. En Arctique, on arrive beaucoup plus facilement à le dépasser, alors qu'en Antarctique, c'est vraiment le bout du bout de la péninsule antarctique avant d'aller à terre. Le navire, donc le Plancius, ce sera votre navire d'expédition, ce beau navire de 108 passagers qui fait un peu moins de 90 mètres. Là, il y a une petite erreur sur ma slide, puisqu'il n'y a pas du tout 2 Zodiacs, il y en a beaucoup plus. Il y a une dizaine de Zodiacs en réalité à bord, puisqu'on compte généralement à peu près un Zodiac pour 10 passagers. Donc voilà, donc il n'y a pas du tout de Zodiac, il y en a une dizaine. Et vous êtes accompagné par toute une équipe de guides naturalistes. On compte aussi généralement un guide pour 10 passagers qui seront là. Généralement, sur ce type de bateau-là, vous avez plusieurs spécialistes à bord. En fait, sur les petits bateaux de 12 passagers, vous avez 2 guides, mais qui sont extrêmement polyvalents avec des connaissances très très larges. Sur les bateaux un peu plus grands, vous avez aussi des guides qui ont des connaissances extrêmement larges, mais parfois aussi qui ont quelques spécialités en plus, comme encore une fois la glaciologie ou l'histoire. Et où parfois certains ont fait des hivernages aussi dans des bases comme à Concordia ou à Dumont-d'Urville, sur des bases antarctiques, au Kerguelen notamment, et qui sont là justement pour raconter ces histoires. En tout cas, c'est un excellent bateau qui a une vitesse moyenne de 10 nœuds, qui est un bateau assez confortable. C'est important aussi qu'il ait une bonne dimension de 80-90 mètres. Pratique pourquoi? Parce qu'on doit passer le fameux passage de Drake pour aller en Antarctique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, hein, c'est parmi les mers les plus tumultueuses du monde, hein, si vous suivez un peu les courses au grand large, on entend souvent parler de ce passage. En fait, la péninsule antarctique remonte un petit peu et l'Amérique du Sud descend, ce qui va compresser un petit peu le passage de la mer et du coup, ça va faire monter les vagues. En plus de ça, ça va aussi accélérer les vents et ce qui fait qu'on a des vents qui sont parfois des tempêtes très violentes. Et c'est pour ça que c'est voilà, un endroit qui est connu pour ces tempêtes. Cela dit, c'est pas pendant l'été où on peut avoir des tempêtes violentes. Généralement, on donne toujours un peu de marge au bateau pour les éviter. Et puis, on n'a pas les tempêtes il n'y a pas toujours les tempêtes très violentes. Il peut y en avoir, mais moi, ça m'est arrivé de passer le passage de Drake avec une mer inexistante, c'est-à-dire vraiment pendant 48 heures, 50 heures environ de traversée, ça ne bougeait pas du tout. Et comme j'ai eu aussi parfois aussi un petit peu de mer un peu plus mouvementée. Donc voilà, juste, oui, alors un tout petit point à noter avant de terminer, il n'y a pas de marche libre, contrairement un peu au Spitzberg, même si au Spitzberg, vous êtes toujours encadré par vos guides. En Antarctique, vous êtes, en fait, on quadrille un petit peu le terrain, c'est-à-dire que pour ne pas perturber la faune notamment ou marcher sur des nids, on va baliser le terrain et on va suivre le balisage que les guides ont préparé.
Et voilà, comme j'ai dit, le fameux passage de Drake. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie aussi d'une chance de le traverser une fois dans sa vie. C'est un lieu qui est mythique. Si on s'est un peu attaché aux histoires des explorateurs, des aventuriers, c'est vraiment un lieu mythique. Si le temps le permet, on peut voir le Cap Horn aussi. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez incroyable et mythique à faire que de passer le passage de Drake. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci beaucoup Mathieu, c'était très intéressant et enrichissant. Alors, il y a eu effectivement des questions dans le chat, mais il me semble que tu y as répondu, notamment concernant la tenue vestimentaire. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu veux Alors, rajouter quelque chose. non, comme j'ai dit, enfin, il ne fait pas si froid que ça. C'est vraiment une impression que ça peut donner. Mais en fait, en réalité, comme j'ai dit, l'été, on va plutôt avoir 5-6 degrés en moyenne. Donc, on n'est pas sur les températures atrocement polaires. On est sur les Ouais. températures d'hiver un petit peu. J'ai vu juste quelques questions rapidement sur le port Charcot. Oui, alors généralement, on essaie d'y aller. On passe par justement le chenal de Lemaire pour essayer d'y aller. Il peut être pris parfois par la glace ou par un iceberg qui peut le bloquer. Ça peut arriver. Généralement, on essaie quand même d'y aller. Ensuite, ni les Malouines ni la Géorgie du Sud, pas sur ce voyage. C'est un voyage qui est beaucoup plus long, qui demande beaucoup de navigation, hein. De passer par les Malouines, Géorgie du Sud, c'est des voyages Mhm. plutôt d'une vingtaine de jours. Sur 15 jours, ça serait trop court, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de navigation, sachant que la Géorgie du Sud, parfois, on ne peut ne pas y débarquer, tant les conditions peuvent être compliquées dans ces eaux. Euh, Ensuite, je reviens sur juste une petite question. Il y avait, comme j'ai dit sur la slide sur les zodiacs, pour le plan suisse, il y a une petite erreur. Il n'y a pas deux zodiacs, il y en a une dizaine de zodiacs à bord, bien sûr. Sinon, ça serait un peu compliqué. Voilà, il faut compter un zodiac pour 10 passagers en moyenne. C'était juste une petite erreur sur la slide. Euh, voilà. Ok, bah, très bien. Alors, on me demande si un jour est prévu la grande boucle. La grande boucle, alors pour le moment, pas à ma connaissance. Après, on réfléchit au programme, on voit aussi ce qu'il est possible de faire. Il n'y a pas tant de bateaux aujourd'hui qui le proposent, que généralement on fait ça aussi plutôt en fin de saison. Mais c'est une possibilité. Après, encore une fois, c'est des voyages qui sont un peu plus complexes, qui sont un peu plus longs. Mhm. Mais voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça reste assez fascinant. La Géorgie du Sud, c'est un peu le paradis de la faune aussi. C'est là où il y a les colonies de manchots royaux. Et c'est un endroit qui est assez merveilleux. Oui, bien sûr, merci. Et alors, je sais que c'était deux voilà, destinations coup de cœur, mais si tu devais choisir entre les deux voyages, lequel choisirais-tu? C'est difficile à dire, ça dépend ce qu'on cherche. On va dire que le Spitzberg est le plus accessible en termes de distance, parce que quand même, si on va aller en Antarctique, il y a un peu de distance à parcourir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller jusqu'à Ushuaia, hein, c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud, donc c'est pas mal d'heures de vol. Ensuite, il y a un peu plus environ 2 jours et demi de traversée aller, donc plus 2 jours et demi de retour, plus le retour. Donc ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche vraiment une première expérience polaire pour découvrir les horizons polaires, découvrir les glaciers, mais aussi la faune, je dirais que le Spitzberg est peut-être le plus accessible. Par contre, voilà, si on a vraiment un intérêt pour la glace, pour l'Antarctique, parce que c'est une région qui nous passionne, il faut aller en Antarctique. Mais voilà, disons que si on n'a pas une appétence particulière ou qu'on cherche vraiment à découvrir une première découverte, je dirais peut-être que l'Arctique, le Spitzberg, est plus accessible. Encore merci Mathieu. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Très bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.